Le 29 janvier 2026, à 14h30, heure de New York, l'argent métal atteignait 121 $ l'once, un record absolu. Jamais, dans toute l'histoire des métaux précieux, le métal blanc n'avait atteint ce prix. Des gains de 100% depuis le début de l'année en un seul mois. L'argent avait doublé de valeur, et pas seulement l'argent. L'or avait touché 5 595 $ le 28 janvier. Le cuivre avait atteint un nouveau record. Tout le complexe des métaux était en feu. 30 heures plus tard, l'argent était à 76 $, moins 36%, en une seule séance. La pire chute depuis 1980. Bloomberg l'a qualifiée de plus grande baisse intrajournalière jamais enregistrée pour l'argent. L'or a perdu 12% dans la même journée, sa pire performance depuis 4 décennies. Et pendant que les médias financiers vous expliquaient que c'était fini, que la bulle avait éclaté, que le métal blanc était mort, quelque chose de très différent se passait dans les coffres du monde entier. Les inventaires du COMEX continuaient de baisser. Les primes physiques à Shanghai restaient au-dessus de 10 $ l'once par rapport aux prix occidentaux. Et les demandes de livraison en février atteignaient un taux de 98%. 98%. Ce chiffre devrait vous arrêter net. Dans un marché à terme normal, la grande majorité des contrats roulent vers le mois suivant. Les traders renouvellent leur position. Ils n'exigent pas du métal. Un taux de livraison de 20 ou 30% serait déjà considéré comme élevé. 98% signifie que presque tout le monde voulait du métal réel, pas un contrat papier, pas une promesse de livraison future, du métal. Ce qui s'est passé le 30 janvier n'est pas la fin d'une histoire, c'est le chapitre le plus révélateur d'une histoire que personne ne vous raconte correctement. Et dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement pourquoi. Les mécanismes réels, les données vérifiables, et ce que tout cela signifie pour les semaines et les mois qui viennent. J'ai tout documenté. Les données des marges du CME, les chronologies exactes des restrictions de Shanghai, les flux de livraison record et le mécanisme précis qui a transformé un ajustement réglementaire en un krach historique. La recherche financière. Lien dans la description. Mais laissez-moi d'abord vous montrer ce qui a déclenché tout cela. Le vendredi 30 janvier, Donald Trump a annoncé la nomination de Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale. Ancien gouverneur de la Fed de 2006 à 2011, Warsh est connu pour ses positions restrictives. Les marchés avaient intégré le scénario inverse, un président accommodant et des baisses de taux agressives. Quand Warsh a été nommé, cette hypothèse s'est effondrée en minutes. Le dollar s'est renforcé, les métaux ont implosé. Mais la nomination n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est la mécanique des appels de marge. Quand le CME Group augmente les exigences de marge, chaque trader utilisant du levier fait face à un choix binaire. Déposer plus de liquidités ou fermer sa position. Le CME avait relevé les marges jusqu'à 16,5%. Shanghai avait réduit les limites de position à 800 lots par jour et banni 16 clients. Des milliers de traders ont vendu, non pas parce qu'ils avaient changé d'avis, mais parce qu'ils n'avaient plus le choix. Et quand cette vente forcée frappe un moment de faible liquidité, un vendredi de fin de mois, vous obtenez une chute qui ressemble à une cassure alors que c'est une foule qui essaye de passer par la même porte. Et voici ce qui rend cette situation encore plus troublante. Pendant que le prix papier de l'argent s'effondrait de 36%, les inventaires enregistrés du COMEX, c'est-à-dire l'argent physique réellement disponible pour livraison contre les contrats à terme, sont passés sous la barre symbolique des 100 millions d'onces. Le 11 février 2026, les données officielles du COMEX montraient 98 millions d'onces en catégorie enregistrée. Et en une seule journée, 3,2 millions d'onces ont été retirées de cette catégorie, plus 4,7 millions d'onces retirées de la catégorie éligible, presque 5 millions d'onces sorties en 24 heures. Si la spéculation avait été la seule force derrière le rallye, les inventaires devraient augmenter après une chute pareille. Les coffres devraient se remplir. C'est l'inverse. Les inventaires enregistrés sont passés de 167 millions d'onces en octobre à moins de 100 millions en février, moins 38% en 4 mois, à un rythme de 785 000 onces par jour. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que j'ai montré jusqu'ici, c'est la surface visible. Mais il y a 3 analyses que je ne peux pas développer dans le format de cette vidéo. La première, la décomposition complète des flux de livraison du COMEX entre octobre 2025 et février 2026, montrant comment les inventaires ont fondu de 38% en 4 mois, comment les livraisons de janvier ont été 7 fois supérieures à celles de janvier 2024, et pourquoi le taux de livraison de 98% en février est sans précédent dans l'histoire récente du marché. La deuxième,
L'analyse détaillée du système de licence d'exportation chinois entré en vigueur le 1er janvier 2026, avec les critères exacts que les 44 exportateurs autorisés doivent remplir, et la connexion avec la stratégie de restriction progressive que Pékin a déjà appliquée au gallium et au germanium. La troisième. La projection de l'impact sur l'industrie solaire européenne, si la Chine réduit ses exportations d'argent raffiné de 40%, basée sur les données réelles de consommation et les capacités de raffinage alternatives, avec 3 scénarios à 20, 40 et 60%, j'ai tout compilé dans une documentation complète. Toutes les données, toutes les sources, toutes les chronologies, la recherche financière, lien dans la description, accès permanent à toutes les documentations, passées et futures. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi ce qui se passe en Chine change fondamentalement les règles du jeu. Le 1er janvier 2026, le ministère du Commerce chinois a officiellement ajouté l'argent à la liste des matériaux à usage dual. Ce système remplace le régime de quotas qui existait depuis l'an 2000. Les entreprises chinoises qui souhaitent exporter de l'argent doivent désormais obtenir une licence spéciale du gouvernement. Et les critères sont draconiens. Production annuelle minimale de 80 tonnes, ligne de crédit d'au moins 30 millions de dollars. Historique d'exportation vérifiable entre 2022 et 2024. Sur les centaines de raffineurs et exportateurs qui opéraient librement auparavant, seuls 44 ont été autorisés pour la période 2020-6 et 2027. Si vous êtes encore là, vous avez compris l'ampleur du sujet. La question est simple. Voulez-vous seulement ce résumé en vidéo, ou la documentation complète avec les 3 analyses que je viens de décrire, les données vérifiées, les sources officielles, les projections chiffrées, la recherche financière, lien ci-dessous. Continuons. Et la Chine, il faut le comprendre, ne fait pas cela au hasard. C'est exactement le même modèle qu'elle a appliqué au gallium et au germanium. Licence d'exportation en juillet 2023. Restriction effective 6 mois plus tard. Et exportation vers les États-Unis pratiquement stoppée en décembre 2024. Le même scénario se dessine maintenant pour l'argent. Licence en janvier 2026. Restriction progressive dans les mois qui suivent. Quota réel probablement avant la fin de l'année. Et voici pourquoi cela compte tellement. La Chine contrôle entre 60 et 70% de la capacité mondiale de raffinage de l'argent. Pas l'extraction minière, le raffinage. C'est une distinction cruciale que la plupart des commentateurs ignorent complètement. On peut avoir de l'argent dans le sol partout dans le monde. Au Mexique, le plus grand producteur minier. Au Pérou, en Australie, au Chili. Mais pour transformer ce minerai brut en argent pur de qualité industrielle, utilisable dans un panneau solaire ou un semi-conducteur, il faut passer par une chaîne de raffinage complexe. Extraction, concentration, raffinage, fabrication, expédition, financement. Et cette chaîne, à pratiquement chaque maillon, la Chine la domine. Quand Pékin restreint les exportations d'argent raffiné, cela ne veut pas dire que l'argent disparaît de la planète. Cela veut dire que l'argent disponible, prêt à l'emploi, livrable la semaine prochaine, dans la bonne forme, à la bonne pureté, au bon endroit, se raréfie drastiquement. Et un ralentissement dans un marché qui est déjà en déficit structurel peut ressembler à une pénurie pour quiconque a besoin de métal maintenant, pas le trimestre prochain. C'est exactement ce que montrent les données de Shanghai. L'argent physique à Shanghai se négocie avec une prime qui oscille entre 8 et 15% au-dessus des prix spot occidentaux. Ce n'est pas un chiffre normal. Historiquement, la prime de Shanghai est de 1 à 2%. Quand elle monte à 5%, les analystes parlent de tension. Quand elle dépasse 10%, c'est un signal de pénurie régionale. Et en ce moment, elle est au-dessus de 12%. Soyons précis, une prime élevée à Shanghai ne signifie pas automatiquement que l'argent va atteindre 300 $ demain. Elle peut refléter des coûts de financement locaux, des taxes à l'importation, des différences de structure de contrat, des frictions logistiques entre marchés. Ce n'est pas un indicateur unidirectionnel. Mais quand cette prime persiste pendant des semaines, quand elle coïncide avec des retraits d'inventaire accélérés dans les coffres occidentaux, et quand elle survient au moment exact où le plus grand raffineur du monde restreint ses exportations, ce n'est plus du bruit statistique, c'est un signal structurel qui mérite une attention sérieuse. Et il y a un aspect fondamental de l'offre d'argent que la plupart des gens ne comprennent pas. La majorité de la production mondiale d'argent ne vient pas de mines d'argent, au sens où les gens l'imaginent. L'argent sort principalement comme sous-produit de l'extraction d'autres métaux, du cuivre, du zinc, du plomb. Cela signifie que l'offre d'argent peut être extrêmement rigide. Si les mineurs de cuivre ou de zinc ralentissent leur production pour n'importe quelle raison, une baisse des prix du cuivre, un problème géopolitique, une contrainte réglementaire, l'argent peut se raréfier, même si personne n'a pris de décision concernant l'argent spécifiquement. Quand vous entendez quelqu'un dire
Il suffit d'augmenter la production. Sachez que ce n'est pas un interrupteur qu'on actionne un lundi matin. Passons maintenant au sujet que tout le monde discute sur les réseaux sociaux en ce moment. Le supposé défaut du COMEX en mars. Voici ce que vous entendez. L'intérêt ouvert sur le contrat de mars représente environ 500 millions d'onces. Les inventaires enregistrés sont tombés sous 100 millions d'onces. Donc si même 25% des détenteurs de contrats demandent livraison, la bourse ne peut pas livrer. Fin de partie. Cela semble logique. Et c'est aussi la manière la plus rapide de mal comprendre comment fonctionnent réellement les marchés à terme. L'intérêt ouvert n'est pas une pile de personnes qui vont toutes se présenter le même jour pour prendre livraison de barres d'argent. C'est un instantané des contrats actuellement ouverts à un moment donné. Certains sont des couvertures de producteurs. Certains sont des spreads entre mois. Certains sont en cours de roulement vers le contrat suivant. Certains sont détenus par des fonds qui n'ont jamais eu l'intention de toucher du métal physique de leur existence. Pensez-y comme les réservations d'un hôtel dans une grande ville. L'intérêt ouvert, c'est toutes les réservations actuellement sur le registre. Mais ces réservations incluent des gens qui vont annuler, des gens qui vont changer de date, des gens qui ont réservé 3 chambres parce qu'ils n'étaient pas sûrs de laquelle ils voulaient, et des gens qui ne se présenteront tout simplement pas. L'hôtel n'a pas besoin que chaque réservation se transforme en une personne exigeant une clé à la même minute exacte. Il a besoin que le flux soit gérable. Et il y a une nuance importante que les gros titres omettent systématiquement. Une livraison au COMEX signifie souvent le transfert d'un récépissé d'entrepôt, pas le départ physique de l'argent des coffres. Le métal peut rester exactement au même endroit, tandis que la créance sur ce métal change de propriétaire. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas une conspiration, c'est simplement la structure du marché. Cela dit, les livraisons comptent, parce que l'activité de livraison peut révéler du stress réel dans le système. Elle peut montrer quand les participants préfèrent le métal réel à un règlement en espèces. Elle peut montrer quand les incitations du marché changent de direction. Et les données de janvier et février 2026 montrent quelque chose de tout à fait remarquable. En janvier, les livraisons au COMEX ont atteint entre 40 et 50 millions d'onces. C'est 7 à 10 fois le volume historique moyen pour un mois de janvier. En février, le taux de livraison a atteint 98% de l'intérêt ouvert. Ce n'est pas un marché à terme qui fonctionne dans ses paramètres normaux, où la majorité des contrats roulent tranquillement vers le mois suivant. C'est un marché où les participants veulent du métal. Et la grande question, celle qui maintient les traders éveillés la nuit en ce moment, c'est mars. Mars est le principal mois de livraison au COMEX pour l'argent. Les volumes historiques de livraison en mars sont habituellement entre 10 et 20 millions d'onces. Si mars ressemble même de loin à janvier et février, nous pourrions voir des demandes de 70 à 90 millions d'onces, contre des inventaires enregistrés qui pourraient être descendus à 80 millions d'ici le 27 février, le premier jour de notification. Ce n'est pas une garantie de défaut. Le COMEX dispose de mécanismes de gestion, de possibilités de conversion entre catégories d'inventaire et d'options de règlement en espèces. Mais c'est un test de résistance d'une ampleur que le système n'a pas connue depuis des décennies. Les signaux à surveiller sont précis. Premièrement, des retraits persistants et répétés d'inventaire total, pas juste des reclassifications entre les catégories enregistrées et éligibles. Deuxièmement, des primes inhabituelles pour la livraison immédiate par rapport à la livraison à terme. Troisièmement, un backwardation persistant. Quatrièmement, un durcissement des taux de location et des conditions de collatéral. Si ces 4 éléments convergent, alors on peut raisonnablement dire que quelque chose de structurellement différent est en train de se produire. Mais si tout ce que vous avez, c'est un gros chiffre d'intérêt ouvert répété sur un mème dans les réseaux sociaux, ce n'est pas un signal. C'est un gros chiffre avec une ambiance effrayante. Prenons du recul maintenant, parce que le vrai contexte de cette histoire, celui qui donne un sens à tout ce qui précède, c'est l'environnement macroéconomique dans lequel elle se déroule. La dette nationale des États-Unis a atteint 38 560 milliards de dollars en février 2026. Selon le Comité économique conjoint du Congrès américain, elle augmente de 6,4 milliards de dollars par jour, chaque jour. Les paiements d'intérêts annuels sur cette dette dépassent désormais 1000 milliards de dollars, et le Bureau du budget du Congrès projette que ces paiements doubleront pour atteindre 2100 milliards d'ici 2036. Cela représente presque le double du budget annuel de la défense américaine. Quand un gouvernement accumule des déficits persistants, quand les coûts d'intérêt augmentent année après année, quand le service de la dette commence à évincer d'autres dépenses publiques, cela augmente la probabilité de politiques qui poussent discrètement les rendements réels vers le bas, qui encouragent une forme de répression financière, ou qui comptent sur l'inflation pour faire une partie du travail de réduction de la dette, en termes réels. Ce sont exactement les environnements historiques dans lesquels l'or et l'argent ont tendance à se comporter différemment de ce que la plupart des gens anticipent.
C'est dans cet environnement que la Banque populaire de Chine achète de l'or pour le 15e mois consécutif, que les banques centrales du monde entier ont acheté 863 tonnes d'or en 2025, selon le Conseil mondial de l'or, et que l'argent, un métal qui est simultanément un actif monétaire et un intrant industriel critique, se retrouve au centre d'une tempête parfaite, parce que l'argent n'est pas simplement un métal que les investisseurs accumulent dans des coffres pour se protéger de l'inflation. C'est aussi un composant essentiel de technologie que le monde construit à une vitesse accélérée. L'énergie solaire, les centres de données, les véhicules électriques, l'électronique avancée. La demande d'électricité aux États-Unis est en train de remonter après une longue période de relative stagnation. Et les agences fédérales américaines de l'énergie citent les centres de données et l'intelligence artificielle comme moteurs principaux de cette croissance de la demande. Cela signifie des panneaux solaires, des câblages, des transformateurs, des onduleurs, du stockage d'énergie, des mises à niveau massives du réseau électrique, et l'argent apparaît à chaque étape de cette chaîne de construction. Oui, les fabricants travaillent à réduire la quantité d'argent par unité produite. C'est ce que fait toute industrie quand les coûts des intrants augmentent. Mais si le nombre d'unités produites augmente plus vite que la réduction d'argent par unité, la demande totale continue de monter. C'est un bras de fer permanent entre l'ingénierie et l'échelle de production. Et en ce moment, l'échelle gagne. La demande industrielle d'argent n'est pas spéculative. Ce n'est pas un choix d'investissement. C'est une nécessité pour que le produit fonctionne, et quand c'est une nécessité, elle ne disparaît pas simplement parce que le prix fait peur. Elle peut être optimisée, retardée, ajustée, mais elle ne tombe pas à zéro. C'est pourquoi l'argent peut entrer dans ces phases où la demande d'investissement et la demande industrielle se chevauchent. Quand ce chevauchement se produit, le prix peut bouger plus vite que tout le monde l'anticipait, parce que deux types d'acheteurs complètement différents puisent dans le même réservoir limité. Revenons maintenant à ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, le 18 février 2026, l'argent se négocie autour de 76 $ l'once, encore en baisse de 37% par rapport au sommet historique du 29 janvier. L'or est autour de 5 000 $, lui aussi en correction mais nettement plus résilient que l'argent. La question que tout le monde se pose est simple. Est-ce que c'est fini ou est-ce que c'est une pause avant le prochain mouvement? Voici le cadre que je vous propose pour y répondre. Il y a 3 voies que vous devez absolument séparer dans votre esprit. Voie 1, le positionnement papier, les contrats à terme, les options, les marges, le levier, les liquidations forcées. Voie 2, les flux physiques, les primes, les inventaires, les retraites de métal, les livraisons, la disponibilité réelle. Voie 3, le macro, les taux d'intérêt, le dollar, les déficits budgétaires, la géopolitique, le comportement des banques centrales. La plupart des gens mélangent les 3 voies en une seule histoire et paniquent dès que la voiture dévie. Ne faites pas cela. Si l'argent chute brutalement après une hausse de marge, c'est la voie 1. Si les primes physiques augmentent pendant que le prix papier baisse, c'est un signal de la voie 2 qui mérite toute votre attention. Si l'or reste solide pendant que les actions tremblent et que les rendements obligataires bougent, c'est la voie 3. Et voici la question clé. Que se passe-t-il quand la voie 1 force des liquidations, mais que la voie 2 reste tendue et que la voie 3 reste favorable? C'est à ce moment précis qu'une baisse peut ressembler à la fin et se révéler être le rechargement. Pas garanti, mais possible. Et c'est exactement pourquoi le récit selon lequel tout est fini échoue à chaque fois que les gens insistent pour transformer une semaine d'action de prix en une thèse définitive. Voici ce que je surveillerai dans les prochains jours et les prochaines semaines, et je veux que vous le surveilliez aussi. Quand la liquidité normale sera pleinement de retour, est-ce que les primes de Shanghai se compriment ou restent-elles élevées? Est-ce que les retraits dans les rapports d'entrepôt du COMEX confirment un stress réel ou ressemblent à de l'entretien courant? Est-ce que la volatilité implicite reste élevée ou s'effondre une fois que le nettoyage du levier est terminé? Et est-ce que l'or maintient sa force même les jours de baisse des marchés actions? Ce qui signalerait que le marché continue de pencher vers le narratif d'actifs de réserve. Si vous suivez ces questions, vous ne réagissez pas aux gros titres, vous réfléchissez. Et c'est tout l'objectif de cette chaîne. Abonnez-vous si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement, pas ce que les algorithmes veulent que vous croyiez. On se retrouve très vite avec les dernières données, les dernières analyses, et surtout la vérité sur ce que les chiffres racontent vraiment.